Nous voici arrivés à notre 14e cours et, promis, juré, nous terminons aujourd'hui avec l'école conditionnaliste et avec le système RET. Et puis nous allons passer, peut-être pas dans ce cours, encore que, mais dans le cours suivant, nous allons investiguer, comme on dit maintenant, les maisons. Le système de domification en astrologie, à quoi correspond-il, que nous offre-t-il, que signifie-t-il, etc., etc. Je voulais simplement vous dire qu'il m'arrive de répéter certaines choses. Alors, ne croyez pas que c'est le grand âge qui m'amène à me répéter et à être gâteux. C'est tout simplement que, pour avoir beaucoup enseigné, je sais que les choses ne se retiennent que dans la mesure où elles sont répétées. Un philosophe de la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle avait coutume de dire entre le risque de me répéter et celui de n'être pas entendu, il m'est facile de choisir. Je cite de mémoire, mais c'est quelque chose d'approchant. Eh bien, j'ai exactement la même démarche. Au risque de n'être pas entendu et à celui de me répéter, je préfère le second au premier. Me répéter, c'est être sûr de vous avoir fait passer un message du mieux que je le pouvais. Voilà. Donc, on revient au système RET et aux trois derniers corps célestes à analyser à l'intérieur de ce système. Donc, nous sommes RET au niveau T, au niveau de la transcendance, au niveau de l'absolu, au niveau de l'inconnu, au niveau du multiple, du mystérieux, etc., etc. La première de ces trois corps célestes, de cette première planète donc, c'est Uranus qui part du niveau T, la transcendance, et qui aboutit au niveau R, petit r, la représentation. Quelle est la tâche d'Uranus? Eh bien, avec Uranus, l'inconnu, l'obscur, l'inconscient sont mis en lumière, sont révélés. La transcendance, l'universel, le collectif sont mis en formules clés, sont représentés. Le flou, la complexité sont clarifiés, ordonnés, maîtrisés, unifiés, hiérarchisés. La vérité profonde, la différence, le jamais vu deviennent ici la loi, la référence, la norme. Uranus a une fonction de réduction, d'amputation, de révolution, de tension, de vitesse. On passe directement du multiple à l'un, de l'inattendu à la maîtrise et à l'efficacité. C'est Uranus qui nous inspire la capacité, effectivement, de définir un ordre supérieur à partir d'une multiplicité d'observations ou de contacts. Et ça aboutit quelquefois à des choses géniales, quelquefois à des catastrophes. Voyez-vous la différence entre Uranus et Saturne? Toutes deux planètes de discipline, toutes deux cherchant à mettre de l'ordre dans nos perceptions, dans nos conceptions, dans le monde. La différence, c'est que Saturne part de l'expérience concrète, réelle, et il cherche la loi constante au phénomène. Tandis que Uranus ne part pas du tout des phénomènes, il ne part pas du tout de l'observation de la réalité. Il part de présupposés, d'un principe, disons le mot, d'une idéologie. Et il ordonne les faits, la réalité, en fonction de cette idéologie, et il nous la présente comme étant la vérité. Ça aboutit bien sûr à la tyrannie, au fanatisme. Tous les mouvements que vous pouvez craindre dans le monde actuel qui propagent leur vérité à travers
le poignard, le sabre, la grenade et d'autres armes beaucoup plus sophistiquées sont des adeptes d'Uranus. Ils ont la vérité, cette vérité est seule et unique, et ils cherchent à l'imposer au monde. L'uranien est un individualiste qui se spécialise ou qui affiche sa différence, qui affirme son originalité. Il est déterminé, il est rigoureux, mais différemment du saturnien, par volonté et perfection. Il aime les formules, les codes. Il peut être le porte-parole d'un courant profond, collectif, d'une idéologie, disons-le. Il a besoin de se hiérarchiser les valeurs. Il y a ce qui vaut et ce qui ne vaut pas. Ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il y a ceux qui sont avec lui et ceux qui sont forcément contre lui. S'ils ne sont pas totalement avec lui, il faut pas de nuance. Ils sont contre lui. C'est blanc ou noir. Uranus ignore le niveau E, le niveau de l'expérience et de l'expérimentation et de l'existence. Il refuse les confrontations. Il a la vérité infuse. Pas la peine. C'est un élitiste qui n'a pas le sens des réalités. Bien sûr, on y voit tout de suite le technocrate, on y voit tout de suite l'informaticien, qui vous oblige à penser les problèmes auxquels vous vous heurtez en termes d'informatique. Ça va être bientôt le problème de l'intelligence artificielle. Tout ça, ce sont des produits uraniens qui essayent de formater l'intelligence humaine. Hypercérébral, il manque d'humanité. Inflexible, raide, c'est parfois, c'est souvent, un fanatique. Il est rigoriste par excès de perfectionnisme ou par intolérance, et il est trop directif. Il est tellement sûr de lui, tellement sûr d'être dans le vrai. On peut y mettre Robespierre, Saint-Just, on peut y mettre Donald Trump, on peut y mettre M. Poutine, et on peut y mettre aussi M. Macron. M. Macron, qu'on pourrait mettre aussi, il a une double, il a plusieurs appartenances. Le côté uranien chez Macron, c'est qu'il a toujours raison. Les autres non. Quand il a tort, c'est que les autres ne l'ont pas compris. Et il est lunaire, c'est-à-dire que il se modèle à l'environnement du moment. Il peut vous dire le contraire en fin de semaine, le contraire de ce qu'il a dit en début de semaine. Voilà pour Uranus. Donc Uranus est parti de la transcendance, de l'inconnu, du multiple, et il a essayé de synthétiser tout ça, de forger une unité, une vérité, et une seule. Neptune, lui, parle lui aussi, bien sûr, de la transcendance, mais il aboutit à l'existence. Cette transcendance qu'il perçoit, qu'il ressent, il va essayer de la manifester, de la réaliser, de l'incarner. Il part du mystère, de l'inconnu, et il cherche à l'incarner, à la vivre. Le subtil, l'invisible, s'expérimente avec lui. Le complexe, l'inconscient, se retend, s'émeut. La différence agit, lutte, se concrétise. Les fonctions de conduite, c'est la fonction des conduites fondées sur l'intuition, sur l'inspiration, sur l'irrationnel, sur la manifestation du paranormal. Le neptunien est en prise directe, en communication directe avec tout, avec le mystère au sens le plus large, avec l'intuition, avec l'inspiration, notamment chez les artistes, chez le voyant, chez certains psychologues. Celui qui croit pouvoir percer les âmes et les cœurs, et sonder les reins et les cœurs. Le neptunien est un émotif, un affectif, qui se sent habité par une dimension qu'il ne peut définir avec des mots, mais qui s'exprime d'une autre manière. La vibration, le regard, la sensation. Il est indifférent aux apparences, aux évidences, au vernis social. Il vit sur une autre planète. Il s'extrait du monde extérieur, du monde réel, pour en inventer un autre.
Il est comme poussé par une force invisible qu'il appelle la providence, le hasard, Dieu, à laquelle il va adhérer de toutes ses forces. Il agit pour ou par la collectivité parce qu'il a un grand sens communautaire et il se sent très souvent porteur d'une vérité collective. En cela, il rejoint l'uranien. Hein. Et Marx, par exemple, dans son thème, a une conjonction étroite entre Uranus et Neptune. Et il est ascendant Verseau. C'est-à-dire que Uranus, maître du Verseau, nous verrons ça quand nous ferons l'analyse de thème, prend les valeurs de Neptune. Donc Marx est à la fois uranien, porteur de vérité, et neptunien, porteur d'une vérité universelle, collective, et qui va enfanter un monde nouveau où il n'y aura plus de classe, où il n'y aura plus de tension, il y aura qu'un bonheur des lendemains qui chantent à profusion et à l'infini. Il a une foi qui déplace les montagnes, bien sûr, quand il est porté par une conviction intérieure, une conviction intime. Il ne peut pas toujours l'exprimer avec des mots, comme le fait l'uranien, avec des principes, avec des règles, avec des méthodes, mais avec un élan, avec un magnétisme, avec une force intérieure qui convainc tout le monde. Neptune ignore le niveau R de celui de la représentation. Il peut avoir du mal à affirmer sa personnalité, à se définir, à se fixer des objectifs précis, à trouver des solutions franches. Il peut se montrer ambigu, flou, flottant, irrationnel, désordonné. Il est parfois victime d'illusions, de chimères. Je dis, et victime d'illusions, de chimères, justement parce qu'il sort d'une réalité qui lui est insupportable. Et pour en sortir, il utilise quelquefois des moyens plus que regrettables. L'alcool, les drogues, le sexe, et il sort complètement des normes, et des normes collectives que par ailleurs il voudrait s'attacher à défendre. Donc le clochard au bord de la Seine peut être un neptunien, il se reconnaît dans rien. Voilà. Alors, ne me reconnaissant dans rien, autant me comporter comme rien. J'épuise ma vie au bord de la Seine en vidant mon litron. Il vampirise son entourage, ou lui-même, se faisant aspirer par d'autres, à cause de son côté extrêmement osmotique, extrêmement sensible au grand courant collectif. Et donc il peut très bien être absorbé par un grand courant dans lequel il perdra son identité, en épousant une identité collective qui n'est pas la sienne, en perdant le sens de son moi. Voilà. Alors dans les grands neptuniens, nous pouvons classer Jésus, bien entendu, Saint Pie X, Charles de Foucault, Antonio Gaudí, le constructeur de la cathédrale de la Sagrada Familia à Barcelone, neptunien par l'inspiration et martien car c'est un ingénieur, donc son rêve il le réalise, il le concrétise, il le fabrique, il l'élève, et ça c'est bien le martien. On peut aussi y voir Sainte Bernadette, Frédéric Chopin qui reste dans son univers intérieur. Chopin est neptunien et lunaire à la fois. Hein. Il n'est jamais sorti de son nombril. Michel-Ange, neptunien, uranien, l'inspiration, et martien. Il faut être martien pour peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Jean-Sébastien Bach, qui est solaire et neptunien, Victor Hugo. Et nous abordons le troisième et dernier corps céleste, la troisième planète du niveau T, de la transcendance, de l'absolu, c'est Pluton, qui lui est T, dans la formule de l'école conditionnaliste et du RET, T, grand T, il part du grand T, et qui arrive où? Au petit T. Il ne quitte pas le niveau de l'inconnu, du mystère, de l'indicible.
fonction du maintien du multiple, de l'obscur, du flot ou du complexe. Le plutonien se sent à l'aise dans ce milieu-là, dans ce milieu du mystère. C'est le pouvoir de l'ombre, celui qui tire les ficelles, celui qui connaît les motivations secrètes des uns et des autres et qui peut agir sur ces motivations, qui peut les manipuler. Le mystère, le secret, la subtilité règnent au-delà des repères et des expériences. Niveau d'anonymat total, de transcendance absolue. Le plutonien perçoit une volonté, une force, une énergie obscure, une énergie vitale si vous voulez, qu'on ne peut pas enfermer dans des mots, qu'on ne peut pas représenter. Pluton a trait à tout ce qui existe sans qu'on en ait conscience. Par exemple, tous les échanges qui se font au niveau de notre corps à chaque seconde que nous vivons nous sont absolument inconnus. Et pourtant, s'ils s'arrêtaient seulement quelques secondes ou quelques minutes, nous mourrions. Donc il y a une énergie en nous qui nous maintient en vie aussi longtemps que possible, mais qui nous est totalement étrangère, qui fonctionne par elle-même, sans que notre intelligence, soleil, sans que notre expérience, notre compréhension de la réalité, le niveau E, de l'expérience et de l'existence, n'intervienne. Ça se fait tout seul. C'est une volonté autre que la nôtre qui nous maintient en vie. C'est la vie de nos cellules, celles qui obéissent à un ordre invisible et à ses lois. Il est à mettre en relation avec l'inconnaissable, c'est l'éternité du long terme reconduit. C'est une éternité bien sûr différente de celle du soleil qui exprime, comment dire, la vérité unique et indéracinable, celle de Dieu, celle de l'être. Alors que Pluton évoquerait plutôt la force de la vie, qui est une force invincible. Vous trouvez des herbes, des fleurs, des plantes, je pense tout à fait au sommet de l'Himalaya, qui s'accrochent à la moindre anfractuosité de rocher. C'est cette force-là, cette force vitale, qui est représentée par Pluton, mais c'est aussi une force de mort. Puisque justement nous vivons dans le temps et non pas dans l'éternité. Donc à un moment il faut que ça cesse. Et celui qui décide que ça doit cesser, c'est Pluton, le dieu des enfers. Le plutonien est lucide car distancié, ou bien flou par division intérieure. Les plutoniens positifs et les plutoniens négatifs, et puis il y a toutes les nuances entre les deux. Là, j'ai fait un travail de schématisation extrême. Il va de soi que nous avons toutes les nuances entre le sommet des fonctions planétaires et leur manifestation la plus basse, la plus triviale. Il est attiré par l'invisible, il est authentique ou angoissé, il n'aime pas être deviné. Parfois déroutant, parfois marginal, il refuse la facilité et ne se lie pas facilement. Il obéit à des lois, à un ordre, à une conception des choses qu'il ne peut pas toujours mettre en mots, mais qui décide de son existence. C'est vraiment le marginal par excellence. C'est le sorcier, c'est le manipulateur. Je disais au cours précédent, je crois, c'est le psychanalyste qui fouille un petit peu dans votre esprit pour essayer de comprendre quelles sont les motivations secrètes qui vous animent au-delà de votre propre volonté. C'est une volonté inconsciente qui nous régit de l'intérieur et sur laquelle nous ne pouvons pas mettre de clarté, sauf à faire un gros travail de connaissance de soi.
d'une certaine façon, l'astrologie est une science plutonienne. Voilà donc pour le dernier niveau, le niveau grand T, Uranus, Neptune et Pluton. Je voudrais faire une remarque d'ordre général pour terminer ce cours sur les planètes à travers le système RET. Quand on analyse une fonction dominante, j'ai parlé des solaires, j'ai parlé des mercuriens, des vénusiens, des martiens, etc., il faut toujours se méfier des caricatures. Saturne ne fait pas le savant ou le dépressif. Il correspond à une capacité d'inhibition, de distanciation par rapport au vécu, une fonction nécessaire à la concentration ou engendrant la mélancolie, mais on ne sait pas à quel niveau il sera vécu. Ce niveau va être déterminé par la personne elle-même, par son environnement, par son héritage familial et transgénéalogique. Il est souvent difficile de déceler le degré d'utilisation d'une fonction planétaire. Pluton peut faire un excellent, un merveilleux policier d'un côté qui va traquer l'assassin et qui va deviner ses manipulations les plus subtiles, les plus fines. Pensez au commissaire Maigret ou à Hercule Poirot. Comme il veut faire à l'autre bout de la chaîne, le pervers le plus authentique à la Weinstein ou à la... comment s'appelle-t-il l'autre, Epstein et Weinstein, deux figures de grande envergure de la fonction plutonienne dans ce qu'elle peut avoir de plus négatif, de plus destructeur. Mercure dominant peut donner un simple goût pour la communication, pour le bavardage, pour la curiosité, ou au contraire, il peut donner un réel talent pour interroger les idées, pour approfondir les connaissances, pour les diffuser, les transmettre et les faire comprendre aux autres. Bien sûr que l'environnement rentre ici en ligne de compte, et au départ, quand vous avez un thème sous les yeux, vous ne pouvez pas savoir si le Saturne de la personne joue, ou l'Uranus de la personne va nous donner un génie, va nous donner un tyran, ou tout simplement un original un peu déjanté. Vous ne le savez pas. Vous pouvez commencer à vous faire une idée lorsque vous arrivez à faire une bonne synthèse du thème natal, lorsque vous dépassez le moment que nous avons tous traversé, que nous traversons tous, où nous sommes tentés d'analyser les planètes une par une, hein, mais au contraire nous voyons dans le thème un tout organisé, où chacune des planètes trouve sa justification et sa signification dans le jeu des relations qu'elle entretient avec le thème et avec les autres planètes. Et ça, bien sûr, ça demande un niveau de compétence qui ne s'acquiert qu'avec l'expérience et avec les années. Alors, il y a 4 fonctions particulières qui ont un pouvoir particulier, qui se repèrent assez facilement. C'est la fonction solaire, le soleil. C'est des gens qui s'imaginent être le centre du monde. Ils parlent comme Louis XIV, ils parlent presque à la 3e personne s'ils le pouvaient. C'est le pouvoir du roi, le pouvoir de la loi. J'incarne, je représente l'ordre de la vérité. C'est Mars. C'est le pouvoir du guerrier, du combattant, de celui qui impose sa volonté par la force. Nous avons le pouvoir de Pluton, le pouvoir du sorcier, de l'invisible, du secret, celui qui détient toutes les ficelles, connaît toutes les failles de l'adversaire et sait les utiliser. Et nous avons le pouvoir de la Lune, qui est un pouvoir de cohésion, d'unité, d'osmose, qui permet quelquefois à un groupe de rester en cohésion. Pensez au travail merveilleux que font les mères de famille au sein d'une famille quand vous avez un tas d'enfants avec des caractères extrêmement différents, un père qui a son propre caractère, etc. Ce pouvoir de cohésion, et c'est souvent
la mère qui le maintient dans la famille. Voilà, j'en ai terminé avec le système RET. Je n'aborde pas les maisons. On va rester sur le système RET. Nous sommes à 26-27 minutes de cours. C'est pas très long, je le sais bien. Mais ça vous reposera peut-être des cours précédents dont certains ont dépassé peut-être les limites permises. Voilà, je vous remercie. Et puis à très bientôt. Et nous allons enfin engager la dernière partie de ces cours dans lesquels j'essaye de définir les outils de l'astrologue. Alors on a vu les signes du zodiaque, le zodiaque, on a vu les éléments dynamiques, ce sont les planètes, les corps célestes, et on va voir maintenant la représentation plus particulière d'un thème qu'on peut se faire en découpant le zodiaque non plus simplement en signes, en voyant le jeu des planètes à l'intérieur des signes, mais en observant, en tenant compte du ciel, le zodiaque, à partir d'un point d'observation précis, défini par un méridien, un horizon. Et ce qu'on appelle la domification, qui nous permet de redécouper les 12 signes du zodiaque en 12 secteurs. Moi, j'utilise très souvent le mot secteur pour les maisons, de même que j'utilise le mot étape pour les signes. Voilà. À très bientôt et merci de m'avoir suivi jusque-là.